Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur l'évaluation des ESSMS, les actions à mener en 2023. Donc, je suis Lucille Basirico, l'acheteuse chez Osego. Je m'occupe de différentes familles, dont les contrôles réglementaires, notre sujet du jour. Et je serai accompagnée aujourd'hui de Marielle Assouline Amozig, qui est la référente technique nationale ESSMS chez l'APAV, et Monsieur Nicolas Blaise, responsable pharmaceutique et médico-social au marché de la santé. Donc, si aujourd'hui Osego a décidé de vous présenter ces évaluations, c'est parce que nous sommes une conciergerie qui est capable de vous accompagner dans vos audits, vous conseiller sur vos métiers, faire de l'assistance de back-office et optimiser vos ressources. En quelque sorte, nous pouvons vous accompagner dans tous vos achats, comme les achats alimentaires, hygiène, travaux et contrôles réglementaires, comme par exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, je vais laisser parler, se présenter après Monsieur Blaise et Marielle Azoulig avec la PAV. Nous aborderons ensuite le sujet de la réglementation relative à l'évaluation obligatoire, les points clés à retenir. Et pendant les 15 dernières minutes, nous répondrons à toutes vos questions. Je vais donc maintenant laisser la parole à Monsieur Blaise. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de travailler avec vous sur ce webinaire. Donc, une première partie rapide sur la présentation du groupe APAV au niveau de l'entreprise et de notre implantation. Le groupe APAV est un tiers de confiance au niveau de nos prestations et de nos accompagnements clients, axés autour de 5 métiers qui sont la partie inspection, la partie essai mesure que vous avez sur la partie droite du slide, certification, labellisation, formation professionnelle, conseil, accompagnement technique. Reconnus depuis plus de 150 ans au niveau du groupe et de nombreux clients en France ou à l'international. Alors, des groupes nationaux jusqu'aux collectivités TPE, PME, excusez-moi. La carte d'identité du groupe, c'est 13 000 salariés, 13 000 collaborateurs au niveau du groupe, dont 8 000 ingénieurs et techniciens. Dans les 13 000, en termes de répartition, on est sur plus de 4 000 personnes à l'international et à peu près 9 000 personnes sur le périmètre national France. Dans les 8 000 ingénieurs et techniciens, 2 200 sont des formateurs. Comme je vous l'ai expliqué au départ, sur un de métiers, c'est d'être organisme de formation professionnelle. 2 200 formateurs qui sont intervenants et aussi inspecteurs ou auditeurs ou consultants sur les différents métiers. 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et un quart du chiffre d'affaires réalisé à l'international. Particularité du groupe APAV, des centres d'essai au niveau d'un certain type d'activité ou de métier et une présence dans 45 pays. Sur le slide suivant, vous avez de façon assez rapide et précise les différents métiers. Le sujet qui nous anime ce jour, donc les évaluations en ESSMS, entrant dans le métier conseil et accompagnement technique, puisqu'on est dans une démarche d'amélioration continue, donc c'est rattaché à ce métier-là. Les 5 métiers de l'APAV et du groupe APAV sont les suivants. La partie inspection, qui concerne la partie contrôle, vérification par rapport à un référentiel normatif technique divers et variés, qui sont à peu près 700 000 contrôles par an et qui sont les 2/3 du chiffre d'affaires, 66% du chiffre d'affaires du groupe APAV en 2021, toujours la même proportion sur 2022. La partie essai mesure, tout ce qui est mesure, prélèvement, analyse, lié à un produit, une dimension, entre autres, ça peut être de l'étalonnage ou autre, rentre dans le métier essai mesure, avec des problèmes, des sujets, des thématiques que vous connaissez sur la partie légionnelle, la qualité de l'eau, la potabilité, entre autres. Partie formation professionnelle, je vous en ai parlé tout à l'heure, nous sommes le 2e organisme de formation privé en France, 360 000 stagiaires par an et 13% du CA, avec des centres de formation répartis sur l'ensemble des départements géographiques en France. 4e métier, partie certification label, certification sur un référentiel qui peut être lié à un aspect organisationnel de l'entreprise, à une certification de produit ou une certification de personne, ainsi que la labellisation, qui est plus un cahier des charges, un référentiel défini avec un client sur un label concernant un produit ou une fabrication. Conseil et accompagnement technique, donc la partie ESSMS, évaluation SSMS France, ce métier, comme je vous l'ai dit, mais tout ce qui est accompagnement lié à des référentiels environnementaux, des problématiques environnementales, surtout en ce moment, sur des risques inondations, des risques foudre, des risques incendies, sur lesquels on accompagne les établissements médico-sociaux sur ce type d'enjeux et d'objectifs ou de sujets à prendre en compte. 300 consultants répartis en France. Voilà les 5 métiers du groupe APAV pour une présentation rapide en 4 slides. Et nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet en vous présentant le nouveau dispositif de l'HAS sur l'évaluation des ESSMS. Et en me posant ma première question à Marielle,
Quel est le contexte réglementaire de l'évaluation obligatoire? Très bien, merci beaucoup Lucile, bonjour à tous. Bon, beaucoup d'informations à vous donner, peut-être peut-être un peu trop, mais en tout cas n'hésitez pas à retenir des questions à me poser, à nous poser en fin de présentation. Moi j'aurai également des questions à vous poser, vous verrez qu'en incrustation, on verra des questions importantes, qui permettent de ponctuer mon exposé et vous faire réfléchir justement à votre positionnement actuel. Dans cette nouvelle démarche d'évaluation. Alors, le contexte réglementaire en quelques étapes clés, on ne va pas les détailler véritablement, mais la loi de juillet 2009 a annoncé la réforme, la réforme de l'évaluation. On l'a annoncé sans trop être précise, mais en indiquant qu'on allait passer de cette logique du décret initial de 2007 à une démarche peut-être plus structurée, plus harmonisée. L'article L312-8 en début 2021, qui est en vigueur en janvier 2021, annonce une obligation, alors ça c'était très nouveau, en plus de l'obligation d'évaluation, cet article annonce l'obligation d'amélioration continue. Donc, très nouveau également dans cette démarche, puisque ça vient donner un peu un sens à la démarche d'évaluation anciennement interne ou externe. Enfin, le 12 novembre 2021 est publié le décret relatif au rythme des évaluations. Et là, apparaît le fait que l'évaluation interne a disparu, et l'évaluation interne obligatoire a disparu au profit d'une auto-évaluation qui devient recommandée et non obligatoire. Apparaît l'évaluation qui devient évaluation et non plus évaluation externe, évaluation obligatoire qui du coup elle est obligatoire tous les 5 ans sur un rythme de quinquennal. C'est très nouveau aussi alors qu'elle était de 7 ans auparavant. À ce moment-là, on n'a pas beaucoup plus d'informations sur le moment à partir duquel ces évaluations vont être programmées. Ça devient beaucoup plus clair avec le décret du 26 avril qui annonce que la programmation est très nette. On annonce une programmation en 2 vagues. On le verra sur la diapo d'après. Mais surtout une programmation qui vous sera annoncée. À ce moment-là, on ne sait pas trop comment, mais qui sera annoncée à tous les ESSMS à travers un arrêté de programmation. On comprend adressé à tous les ESSMS. Enfin, le décret du 28 avril confirme ce qui avait été annoncé auparavant, à savoir que les organismes évaluateurs ne sont plus seulement habilités par la HAS, mais devront être dorénavant accrédités par le COFRAC, suivant la norme 17020, qui est la norme d'accréditation des organismes d'inspection, c'est-à-dire autorisés à réaliser des audits tierces parties, des inspections tierces parties. Donc ça complexifie évidemment le système, puisque l'habilitation était plutôt administrative. Là, on se retrouve sur une autorisation avec beaucoup de conditions techniques et méthodologiques à remplir. On peut passer à la diapo suivante. Et justement, donc vous en parliez tout à l'heure, quel est le calendrier de ces évaluations? Alors, le calendrier, je vais l'appeler théorique. Calendrier théorique, on a une première vague annoncée comme étant celle qui va concerner les ESSMS qui doivent remettre au plus tard le rapport d'évaluation, donc externe, au 30 juin 2023. Alors, cette première vague concernerait les établissements autorisés en 2008 et 2009. Ce que je ne vous ai pas dit sur la diapo précédente, c'est que les arrêtés de programmation étaient annoncés au plus tard au 1er octobre 2022. Beaucoup d'établissements, voire même des ensembles d'établissements, voire même des départements, sont encore dans l'attente de ces arrêtés de programmation. On peut avoir une idée de la programmation même par mail, ça suffit, en tout cas pour nous, organismes évaluateurs, ça nous suffit pour engager la démarche de planification. Donc, première vague, on espère que tout le monde
tous les établissements et services concernés par cette première vague ont été avertis par arrêté de programmation ou autre qu'ils étaient concernés par une remise du rapport au plus tard au 30 juin 2023. Pour information, la méthodologie impose dans cette obligation de remise du rapport au 30 juin 2023 que l'évaluation doit être planifiée aux alentours de 1 mois et demi à 2 mois avant ce 30 juin, hein, donc aux alentours d'avril, entre début avril et début mai, on va dire entre mi-avril et mi-mai pour être large. Toujours dans cette programmation que j'appelle théorique pour l'instant, je vous dirai pourquoi après. La deuxième vague, ce sont tous les autres, hein, tous les ESSMES, établissements et services, qui n'ont pas été autorisés en 2008 et 2009. Ceux-là vont avoir une obligation de remise du rapport entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2027, toujours annoncé par un arrêté de programmation, alors soit individuel, soit collectif, hein, des départements et des ARS ou des conseils départementaux ont envoyé des arrêtés collectifs annonçant, donnant la liste carrément nominative, hein, des établissements concernés par l'évaluation en les classant par trimestre de chaque année sur 2023 jusqu'à 2027. Alors, pourquoi théorique, hein? Parce qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça. Nous, on s'est dit qu'on va calculer ou on va peut-être contacter, on va confirmer aux établissements autorisés en 2008 et 2009 qu'ils sont concernés par la première vague. Or, l'expérience montre qu'en fait, cette marge de manœuvre pardon, accordée aux autorités de tarification et de contrôle pour programmer les évaluations leur a permis de passer en vague 1 ceux qui étaient concernés par la vague 2 et vice-versa. Hein, donc, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment trop se fier à cet aspect théorique annoncé dans le décret. C'est quand même une marge de manœuvre qui fait qu'il vaut mieux vraiment attendre l'arrêté de programmation ou avoir de la part de son ATC la véritable appartenance à la vague 1 ou vague 2 pour véritablement se lancer dans la sélection d'un organisme évaluateur et dans la planification de l'évaluation obligatoire. C'est bon pour cette diapo. Du coup, ben voilà, je vous pose la question. Allez-y, Lucille. Oui, non, mais connaissez-vous la date d'évaluation obligatoire de votre ESSMS? Vous allez avoir dans le chat une question sondage qui s'affiche. Je vous demanderai de bien vouloir y répondre pour que nous puissions répondre à la fin de cette présentation. Et donc, je vais passer à la question suivante. Quelles sont les caractéristiques clés du nouveau dispositif? Merci. Alors, plus que jamais, hein, même si c'était le cas sur l'ancien dispositif, plus que jamais, hein, l'évaluation reste un levier d'amélioration et non un contrôle. Hein. On va vraiment participer à la détermination et l'action d'amélioration sur la base d'un référentiel de 157 critères hein, qui annonce des objectifs et des exigences qui vont dans le sens de la qualité de la prestation. On ne se substitue pas évidemment aux instances de contrôle et d'inspection. L'approche reste bienveillante, hein, elle permet vraiment de mettre en évidence le savoir-faire des ESSMS. On dégage des points forts et des points même très forts. On peut dégager des marges de progression, c'est-à-dire des actions d'amélioration. On ne préconisera pas d'action d'amélioration, mais on identifiera le fait que l'exigence n'est pas entièrement remplie, l'exigence du référentiel. Alors, en confirmant, en complétant les constats d'auto-évaluation, donc c'est écrit ici, sous-entend que vous savez que vous pouvez réaliser l'auto-évaluation. Justement, l'auto-évaluation, ça permet déjà de bien dégrossir et de bien comprendre les critères du référentiel avant d'arriver à l'évaluation obligatoire. De s'y préparer, de mettre en place des actions d'amélioration pour viser une cotation supérieure.
Bon, et puis et également de préparer les preuves qui seront demandées à l'évaluation. Je reviendrai sur ce point de l'auto-évaluation. La triple dimension méthodologique proposée par le nouveau dispositif, dans le nouveau dispositif, on a 3 notions totalement empruntées au sanitaire et qui fonctionnent bien dans les audits de certification du secteur sanitaire. Il s'agit de la compagnie traceur, hein, plus connu sous le nom de patient traceur dans le secteur sanitaire, traceur ciblé, qui porte le même nom, audit système. Alors, à chaque... on a 3 chapitres. Pour chaque chapitre, une méthodologie différente. Hein, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Qu'il faut maîtriser. Donc, ça milite encore une fois l'idée d'une auto-évaluation sur laquelle vous pourriez vous entraîner sur ces 3 méthodologies. Alors, les résultats des évaluations successives conditionnent le renouvellement de l'autorisation. Ça, c'est une réalité. Hein, une évaluation tous les 5 ans. Le rapport d'évaluation sera consulté par les ATC pour assurer le renouvellement ou éventuellement le conditionner, c'est-à-dire qu'on peut vous imposer une condition d'action, d'amélioration au regard des rapports d'évaluation qui auront été transmis. L'auto-évaluation de l'ESSMS est fortement recommandée. Elle n'est plus obligatoire comme elle l'était à travers l'évaluation interne. Alors, je reviens sur les points, sur les raisons, les bonnes raisons pour réaliser l'auto-évaluation. Parler le même langage évaluatif que l'intervenant, ça signifie qu'on aura décrypté, qu'on aura lu le référentiel, qu'on aura décrypté ces 157 critères, qui sont 157 au maximum. Hein. Ça signifie aussi que pour les critères qu'on aura identifiés comme défaillants au cours de l'auto-évaluation, on aura déjà mené des actions d'amélioration qu'on les aura au plus planifiées. Et évidemment, que ce soit la réalisation de l'action d'amélioration ou sa planification, l'évaluateur en tiendra compte, évidemment. Hein. L'évaluateur, au cours de l'évaluation obligatoire, c'est-à-dire que le critère, s'il était défaillant lors de l'auto-évaluation, sur le simple fait qu'on pourrait prouver que l'action est en cours ou planifiée, on pourrait imaginer qu'il ne le sera plus, tout dépend de la gravité ou de l'état de l'écart. Hein. Enfin, garantir une évaluation conforme à ce qu'est le SSMS, en tenant compte justement des savoir-faire maîtrisés, des références réglementaires connues, il y a des critères impératifs pris en compte, des éléments de preuve. Si vous préparez tout ça, évidemment, l'évaluation externe sera bien plus simple et bien plus favorable, puisque vous aurez décrypté, maîtrisé les exigences du référentiel. Vous serez heurté aussi aux critères impératifs, à la maîtrise des critères impératifs, et vous aurez rassemblé les éléments de preuve qui sont indiqués également dans le référentiel et que nous vous demanderons au cours de l'évaluation. Ensuite, quelles sont les caractéristiques et la méthodologie de cette évaluation? Voilà, je vous le disais à l'instant, le référentiel comporte 3 chapitres. C'est 3 publics différents qui sont interrogés prioritairement, mais également 3 méthodologies. Le premier chapitre, c'est la personne accueillie ou accompagnée, donc les usagers qui est interrogée prioritairement. Juste après elle, on va interroger les professionnels qui l'accompagnent pour compléter ses réponses, pour les confirmer, pour expliquer ses non-réponses, pour expliquer ses réponses, pour confirmer et pour expliquer alors ce que l'on va prioritairement recueillir au cours de ce chapitre, la perception de la personne accompagnée. Donc, attention, sur ce chapitre 1, on va recueillir en évaluation, en auto-évaluation, sa perception, son appréciation. Ça n'engage pas du tout, ça ne met pas du tout en cause, ça ne met pas en question plutôt la performance de l'établissement ou du service. Ce n'est pas parce que sa perception est mauvaise que la performance n'est pas bonne, mais elle est toujours intéressante à recueillir puisqu'on peut savoir pourquoi elle considère que c'est un point fort ou pourquoi elle considère que c'est un point faible. On peut ensuite dégager des actions d'amélioration.
Donc, en second lieu, je vous ai dit, sur ce chapitre, on voit les professionnels. Sur le chapitre 2, ce sont les professionnels qui sont prioritairement interrogés. Donc, on va vérifier que les processus sont bien maîtrisés et mis en œuvre. Donc, idéalement, des équipes des groupes pluridisciplinaires. On va peut-être un peu reposer les questions du chapitre 1, mais cette fois, d'une manière générale, hein, pour l'ensemble des personnes accompagnées, non pas simplement sur la personne accompagnée qui aura été rencontrée. On rencontre également sur ce chapitre, sur 3 critères, la gouvernance. Ça permet également de débriefer sur les réponses des professionnels ou également les non-réponses. Enfin, le chapitre 3, la méthodologie s'appelle l'audit système. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais le chapitre 2, ça s'appelle le traceur ciblé, je vous l'avais dit sur la précédente diapo. Donc, l'audit système va nous permettre de majoritairement interroger le SSMS, hein, ce que le référentiel appelle la gouvernance. Hein. Donc, ça peut être la direction avec des représentants de l'organisme gestionnaire ou la direction seule. On va surtout s'intéresser aux objectifs qui ont été fixés, objectifs et stratégies fixées par le SSMS et ou la gouvernance. Et là, juste après, on interrogera les professionnels pour savoir ce qu'ils ont compris de ces objectifs fixés, s'ils connaissent de ces objectifs et ces stratégies fixées par le SSMS. Hein. Un exemple, hein, la politique en matière de bientraitance, si elle est fixée par l'établissement, on s'intéressera à ce que les professionnels ou comment les professionnels ont été formés, ce qu'ils en ont compris. La méthodologie, elle a été conçue et diffusée par la HAS, hein, qui a publié en mars dernier un référentiel, 157 critères et manuel de 200 pages, hein, qui explique la méthodologie, les outils spécifiques avec des fiches pratiques très intéressantes. Donc, je vous invite, notamment si vous devez vous lancer dans l'auto-évaluation, à avoir même un exemplaire papier du manuel, puisqu'on le compulse très souvent au cours de l'auto-évaluation ou de l'évaluation. À chaque critère correspond une approche méthodologique spécifique, hein, je vous l'ai dit, accompagné traceur ciblé ou audit système. L'approche méthodologique est différente puisque le public est différent, la durée imposées par le manuel, les durées sont différentes également. La formulation des questions est aussi très différente. Sachez qu'à partir du moment où on va rencontrer les professionnels, donc au chapitre 1 et ensuite sur les chapitres 2 et chapitre 3, on va systématiquement demander des preuves documentaires, des éléments documentaires. Ce sont ceux qui sont indiqués assez clairement sur chaque fiche critère du référentiel. Enfin, au niveau méthodologique, hein, une nouveauté aussi qui va permettre justement l'harmonisation des rapports, tous les constats d'évaluation, là je parle d'évaluation externe, constats et cotations sont saisis, y compris les preuves recueillies sont saisies sur la plateforme Sinae. De la même façon, vous avez la possibilité de saisir constats, preuves et cotations pour l'auto-évaluation, de l'auto-évaluation sur la plateforme Sinae. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aussi télécharger un fichier Excel. En ce qui nous concerne, organisme évaluateur, nous devons tout saisir sur Sinae pour ensuite vous transmettre aux SSMS le pré-rapport, puis le rapport définitif via la plateforme Sinae. Merci Marielle. Et ensuite, quelles sont les différences entre l'ancien et le nouveau dispositif d'évaluation? Peut-être les points clés de cette partie-là? Très bien. Alors, je pense hein, que toutes les personnes qui assistent à cette présentation ont sans doute connu l'ancien dispositif. Hein, l'évaluation externe était auparavant obligatoire, tout comme l'était l'évaluation interne. L'auto-évaluation actuellement ne l'est plus, mais fortement recommandée. Hein. Vous avez vu qu'il y a de nombreux arguments qui militent en faveur de cette auto-évaluation. La précédente évaluation s'appuyait sur aucun référentiel. C'était pas harmonisé. Les organismes évaluateurs, les évaluateurs externes constituaient leurs propres questions évaluatives.
Maintenant, référentiel et méthodologie sont des éléments communs à l'évaluation et l'auto-évaluation et à tous les organismes évaluateurs. Le rapport d'évaluation externe était transmis qu'à l'autorité de tarification. À présent, il est transmis à l'ATC, mais également à l'HAS. On sait également qu'il est question que ce rapport soit rendu public. On n'a pas encore d'éléments réglementaires sur cette diffusion publique du rapport. On sait que c'est une décision qui est encore en cours, hein, qui n'a pas encore été annulée. Donc, on attend juste le texte de loi qui nous permettra d'y voir plus clair sur cette disposition. Le rapport d'évaluation présente un niveau de cotation pour chaque objectif. Donc, une cotation sur 5 niveaux, hein, de 1 à 4 et un niveau étoile pour indiquer le niveau optimisé. Le rapport d'évaluation externe auparavant ne présentait pas de cotation, juste un niveau de conformité, éventuellement de points forts ou de points faibles, et un niveau de priorité des préconisations qui étaient données. Et là, évidemment, point extrêmement important, il n'y aura dans les rapports aucune préconisation, aucune action d'amélioration proposée par l'évaluateur. Ça nous est même complètement interdit à travers déjà le cahier des charges de la HAS, mais également à travers les obligations et les exigences du référentiel ISO 17020 sur lesquels nous serons accrédités. Le 5e point, 18 critères impératifs sur le nouveau référentiel font l'objet en cas de défaillance d'un formulaire joint au rapport. Bon, ça fait un petit focus dans le rapport sur des éléments impératifs. Donc, 18 critères impératifs, c'est beaucoup, sachant que pour ces critères impératifs, vous devez avoir en évaluation, pour ne pas avoir de formulaire complémentaire qui sera joint au rapport, il faudra avoir la cotation 4. Hein. Cotation 4, c'est tout à fait satisfaisant. Donc, pas une cotation moyenne, une cotation déjà qui indique une très bonne maîtrise des exigences de ce critère. La mise en œuvre de l'ancien dispositif, les actions correctives préconisées à la suite des écarts, alors ne faisait pas l'objet d'un suivi systématique. Il est annoncé que dans le référentiel, dans la méthodologie, que le plan d'action sera suivi par les ATC. On ne sait pas encore trop comment, ni à quelle fréquence, mais en tout cas, il est annoncé que c'est justement que à la fois le rapport et à la fois les formulaires qui étaient impératifs feront l'objet d'un suivi particulier de la part des ATC. C'est bon pour moi pour cette diapo. Oui. Et donc, enfin, après tout ce que vous a exposé Marielle, avez-vous désigné un référent qualité dans votre SSMS? Avez-vous une personne qui est capable de réaliser, de participer à cette évaluation? Donc, pour cela, vous avez encore un sondage qui s'affichera dans le chat et je vous remercie également d'y répondre. La question suivante, que devez-vous faire maintenant? Oui. Alors, tout dépend où vous en êtes. Avez-vous reçu votre arrêté de programmation ou non? Mais dans tous les cas, il faudrait vraiment savoir sur quelle vague vous serez positionné ou vous êtes positionné. Hein. Donc, si vous n'avez pas l'arrêté de programmation, on vous invite évidemment à vous rapprocher de votre ATC pour en savoir davantage. C'est peut-être tout simplement aussi que vous n'êtes pas concerné par la première vague et que l'ATC prend un peu son temps pour vous envoyer l'arrêté de programmation qui serait en vigueur à partir de juillet 2023, enfin, dont les dates seraient en vigueur à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2027. On vous invite également à télécharger tous les outils méthodologiques de l'évaluation, référentiel, manuel, procédure. Tout ça, c'est en place. Voilà. Excusez-moi. J'éteins mon téléphone. Évidemment, tout est en ligne, hein, sur le site de la HAS, sur la partie médico-sociale. Beaucoup de publications très intéressantes, hein, que vous pouvez télécharger en dehors des documents de base. Les acteurs de l'auto-évaluation en interne, il serait bon de les identifier.
le référent qualité n'est pas obligatoire, mais vous avez compris qu'à travers toutes ces demandes de la loi, l'auto-évaluation, la bonne connaissance des critères, la sélection de l'organisme évaluateur, la participation à l'évaluation externe, évidemment, ça va vous inciter, on pense que ça va vous inciter évidemment à identifier une personne hein, qui serait l'interlocuteur ou l'interlocutrice ne serait-ce que de l'équipe d'évaluation et surtout qui va peut-être piloter l'auto-évaluation, maîtriser, piloter un plan d'amélioration qui sera présenté aux évaluateurs externes, qui sera suivi, enrichi des actions d'amélioration suite à l'évaluation externe. Donc, évidemment, on peut imaginer qu'il n'y aura pas de référent à qualité à temps plein, mais quelqu'un qui assurera cette fonction, en plus d'une autre fonction hein, de direction ou de cadre ou autre. Alors, il faut créer un compte SINAE. Si vous souhaitez réaliser une auto-évaluation, il faut créer votre compte SINAE en tant que ESSMS et y désigner un référent ESSMS. Ça vous permettra également, ce compte, hein, par la suite, désigner, annoncer l'organisme évaluateur que vous aurez sélectionné pour nous permettre à nous d'utiliser SINAE à nous et organismes évaluateurs, hein, d'utiliser SINAE pour l'évaluation externe qui sera réalisée dans votre SSMS. Et bien ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous préparez à l'évaluation, rassembler les éléments de preuve prévus à travers les fiches critères, mais ça peut être évidemment à travers l'auto-évaluation qui vous aura permis de rassembler ces éléments de preuve. J'insiste, hein, un critère pour bien coter sur l'aspect, si on tient compte de tout ce qui est déclaré, peut baisser en cotation si les preuves demandées sur le critère ne peuvent pas être produites. Mettre en place un plan d'action d'amélioration pour s'engager dans une démarche de progrès à partir des constats issus de l'auto-évaluation, c'est fondamental puisque je vous l'ai dit, ce plan d'amélioration nous permettra de relativiser, hein, de nuancer hein, une éventuelle défaillance hein, si une action est engagée, voire même terminée. Enfin, sélectionner l'organisme évaluateur, tout ça dépend de votre date de l'arrêté de programmation, hein, de la date à laquelle est programmée l'évaluation. On a quand même des demandes de devis de la part de structures dont la date de programmation est éloignée. C'est bon aussi de savoir de quel budget vous avez besoin pour vous engager dans l'évaluation. Et d'ailleurs, pour choisir ce budget, pour choisir votre meilleur prestataire, n'hésitez pas à passer par Osego. On est justement là pour ça. On peut vous conseiller dans le choix du prestataire et vous proposer la meilleure prestation et vous regarder et comparer la meilleure prestation. Et ensuite, avez-vous prévu de réaliser l'auto-évaluation de votre établissement ou service? Donc, je vous laisserai répondre également dans le chat le sondage qui va être publié dans le chat pour cette question-là. Et nous allons pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, il y a donc 55% de nos participants qui ne sont pas au courant de la date de leur évaluation. Comment peuvent-ils faire? Ouais. La seule réponse que je peux vous donner, c'est de vous rapprocher d'une manière ou d'une autre, par téléphone, par courrier, par courriel, de votre ATC, hein, votre autorité de tarification ou de contrôle. Alors, ça peut être une bonne nouvelle si la programmation est lointaine, hein, c'est-à-dire au-delà de 2023. Ça peut être une très mauvaise nouvelle si c'est en 2023. Parce que ça va vous imposer des délais très courts pour vous préparer à l'évaluation. Là, je vous incite
à vous rapprocher d'un interlocuteur privilégié auprès de votre ATC. Il faut que vous ayez une tendance, le mieux quand même, c'est que vous l'ayez par écrit. Donc, si vous avez des coordonnées par email, ce serait bien que vous ayez, que vous envoyiez un courriel pour avoir une réponse écrite qui nous permettrait à nous, organismes évaluateurs, de prendre en compte une date de programmation véritable et non pas supposée. Alors, sachez qu'il, voilà, je précise également qu'il est inutile de vous engager dans une évaluation externe, dans la programmation d'une évaluation externe, si vous n'avez pas cet arrêté de programmation, ou du moins une information officielle de programmation, parce que si on réalise l'évaluation, l'évaluation externe est réalisée, le rapport risque d'être invalidé si la date n'était pas la bonne, hein, si la programmation que vous aviez envisagée n'était pas la bonne. Hein. En ce qui nous concerne, hein, on ne s'engage pas dans une évaluation sans la confirmation écrite, arrêté de programmation ou même courriel de la part de l'ATC, justement pour qu'il n'y ait pas cette risque d'avoir un rapport invalidé et donc une dépense inutile. Très bien. Ensuite, nous avons une petite majorité également qui n'a pas encore désigné son référent. Oui. Référent qualité, alors ça va avec la question précédente. Hein, s'il n'y a pas d'urgence dans la préparation de l'évaluation, je comprends que vous ne soyez pas penché sur la question. Mais je pense que c'est peut-être la seconde question à vous poser une fois que vous aurez la programmation, c'est vous interroger qui dans l'établissement aurait le profil, la motivation. Alors, je ne vous parle pas du temps, hein, je sais très bien que la disponibilité est limitée, mais identifier une personne, qu'une personne même s'identifie, pour piloter la démarche d'auto-évaluation, c'est-à-dire mener les actions mener l'auto-évaluation, pardon, les entretiens d'auto-évaluation, aller voir les usagers, voire même former d'autres collaborateurs à l'animation des entretiens d'auto-évaluation. Mais effectivement, il va falloir quand même que quelqu'un prenne le lead hein, sur ce pilotage de l'auto-évaluation, sur également le pilotage, enfin la mise en œuvre et le suivi d'un plan d'amélioration qui sera la donnée d'entrée de l'évaluation externe. Vous pouvez aussi envisager, hein, nous on le propose et ça se fait également, parce que beaucoup d'établissements nous le demandent, hein, vous pouvez envisager des formations de référents qualité, ce qui permettrait peut-être à ces personnes que vous avez identifiées d'avoir les éléments de base hein, sur comment mener une auto-évaluation et comment piloter une démarche qualité. Et donc, à notre réponse au sondage, 100% de nos participants ont prévu de réaliser une auto-évaluation. Super, oui bien, tout le monde, 100% des participants me font plaisir. Eh bien, alors pourquoi ça fait plaisir quand même? Parce que ce serait une situation terrible en fait hein, pour nous évaluateurs de débarquer dans un établissement pour une évaluation, donc auprès d'un établissement qui n'aurait pas ouvert le référentiel, qui ne comprendrait pas nos questions. Alors, terrible pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas le droit de faire du conseil. Hein, souvenez-vous, hein, ça fait partie nos nouvelles interdictions. Ça signifie qu'on n'aurait pas le droit de traduire les critères, on n'aurait pas le droit de vous expliquer. Donc l'évaluation tournerait un peu au désastre et surtout toujours sur le point de la production des preuves. Il faudra aller chercher les preuves, peut-être ensemble. Ça pourrait être très chronophage. Enfin bon. Donc vous comprenez facilement pourquoi je peux être très contente que les établissements fassent leur auto-évaluation. Et alors, nous avons Madame Casterman qui demande si on peut lui parler davantage du process par rapport, pour le rapport au pré-rapport et rapport. Je n'ai pas compris la question. Alors, Madame Casterman demande si nous pouvons lui parler davantage du process, du rapport et du pré-rapport. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut un peu plus de détails sur cette question-là. D'accord, du process. OK. Alors,
si j'ai bien compris la question, donc je vais y répondre. Si vous poserez une question complémentaire si je n'ai pas répondu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Juste après la visite d'évaluation, donc nous on aura complété sur Sinae, ou on complète sur Sinae. En ce qui nous concerne à la PAF, c'est un J+15 hein, que notre plateforme Sinae sur l'ensemble des critères est complétée, c'est-à-dire constat, éléments de preuve, cotation. À ce moment-là, on peut déclencher ce qui s'appelle la synthèse. Hein, le responsable de mission peut déclencher qui s'appelle la synthèse, c'est-à-dire une étape qui va permettre à l'ESSMS de recevoir le pré-rapport. Effectivement, c'est une partie que je n'avais peut-être pas explicitée, donc merci pour la question. Une fois que le pré-rapport est réceptionné par le SSMS a 1 mois. Donc nous disposons d'1 mois, mais on a décidé de consommer que 2 semaines parce que les évaluations s'enchaînent et qu'on risque d'être un peu submergé. Donc à partir du moment où on vous envoie ce pré-rapport via Sinae, le SSMS dispose de 30 jours pour le relire et l'amender, la noter. Mais attention, les remarques que vous pourrez émettre hein, sur ce pré-rapport ne vont concerner que les constats ou les preuves que vous pouvez enrichir, donc les constats que vous pouvez peut-être modifier si la formulation ne vous plaît pas ou n'est pas claire, on montre qu'on n'a pas bien compris. Mais ça peut être aussi un souhait d'autre part d'ajouter une preuve pour enrichir le rapport. Alors, au cours de cette relecture, de ces remarques reçues, ça ne pourra pas modifier la cotation parce que c'est considéré tout simplement par la norme ISO 17020 comme ce qu'on appelle un appel, hein, une réclamation qui prendrait un circuit un peu long. Alors, pour résoudre hein, cette problématique, nous on a décidé, comme d'ailleurs le préconise la méthodologie, d'accorder un temps très important au débriefing avec le SSMS, que ce soit en début de 2e jour ou en fin de visite. On accorde un temps très important au débriefing et à la réunion de clôture pour justement être d'accord avec les éventuelles cotations basses, surtout si ça touche des critères impératifs, parce qu'on peut à ce moment-là modifier les cotations en fonction des arguments qui sont échangés hein, de part et d'autre. Hein. Donc, à ce stade-là, on peut encore modifier la cotation, ça arrive souvent, on est très à l'écoute hein, des compléments d'information et des corrections de notre interprétation. Donc, le pré-rapport est envoyé, il est réceptionné. Vous avez 30 jours pour nous envoyer des remarques rassemblées par critères, toujours via Sinae. À partir du moment où on reçoit ces remarques, on les intègre très rapidement au rapport, qui ensuite est envoyé dans un second temps et s'appelle à ce moment-là rapport définitif. C'est à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de délai imposé, mais en général, on le renvoie dans les jours qui suivent l'envoi des remarques. C'est à ce moment-là que le SSMS peut transmettre via Sinae le rapport à la HAS et à l'ATC sous une forme matérialisée ou dématérialisée. Tout dépend ce que l'ATC aura souhaité. Donc, effectivement, il faut que vous sachiez auprès de votre ATC ce qu'il souhaite comme mode de transmission des rapports définitifs. Merci Marielle. Donc, Madame Hamel demande s'il existe aujourd'hui un coût moyen de l'évaluation. Est-ce que vous pouvez nous donner... je vais passer la parole à Nicolas, peut-être, qui pourra nous... Oui, donner quelques précisions. Un coût moyen d'évaluation, on peut dire que le montant de l'évaluation tourne entre 4 et 7 000 euros, suivant la taille de l'établissement, les services, le nombre de personnes accueillies et d'autres critères. Voilà, si on peut donner un ordre d'idée. À partir du moment, je compléterai juste ce que vient de dire Nicolas, hein, c'est qu'à partir du moment où on reçoit une demande de devis, on demande les éléments clés hein, qui nous permettent de chiffrer. Alors, on chiffre à partir, pour l'établissement, le nombre de places est un élément clé de chiffrage. Hein, on a des tranches, hein, en général, un petit établissement est en dessous de 40 places. Oui. Et après, on a différentes tranches. Lorsqu'on ne peut pas chiffrer en nombre de places, on chiffre en nombre de TP. C'est le cas pour les services. Et là,
la tranche la plus basse est en dessous de 25 25, ouais. ETP. 25 ETP. Et alors, la durée d'évaluation la plus courte, la durée, c'est 1 jour et demi sur site à 2. On nous impose de faire une visite d'évaluation à 2 évaluateurs. Donc la durée la plus courte est 1 jour et demi à 2. Donc ça nous ferait 3 jours en charge, c'est le coût en charge, 3 jours hommes en charge, qu'on augmente de jours hors site correspondant à la rédaction du rapport et la préparation. Donc finalement, la charge la plus faible serait 4,5 jours au total. Évidemment, ça ne vous donne pas un coût moyen, mais là, voilà, tout dépend aussi du coût moyen qui aura été décidé. Là, on a le marché est très variable. Je ne sais pas si Nicolas peut en parler. Non, pour revenir simplement sur, concernant Ozego, on a proposé des conditions commerciales sur ces prestations-là aux Ozego dans le cadre du référencement. Les durées d'évaluation sur un établissement de personnes âgées sous secteur PA, ça varie entre 4,5 et 8 jours. Voilà, donc c'est très variable, comme le disait Marielle, ça dépend des services, de l'activité, bien sûr, voilà, de ces sujets-là. Donc, dans tous les cas, il y aura un devis qui vous sera établi, suivant les critères, suivant une fiche qu'a constituée Marielle, une fiche de renseignement qui nous permet de chiffrer la prestation correspondant au référentiel et aux attendus sur ce type d'évaluation. D'ailleurs, sur la durée justement d'une étude de SSMS, on a une question de combien de temps va-t-il s'écouler entre le début de l'étude et la restitution du rapport définitif? D'accord. Le début de quoi? Le jour J Le début de l'étude, quand l'organisme va rentrer en contact, va venir faire son audit. Alors, en fait, on essaye de rentrer en contact avec l'établissement, donc en fonction de la date à laquelle on a contractualisé. Pour nous, idéalement, et pour être pour aborder le projet de manière très confortable pour nous et pour l'établissement surtout, on essaye de rentrer en contact avec l'établissement à J-60, c'est-à-dire J étant le jour de l'évaluation, c'est-à-dire 2 mois avant. Et c'est 2 mois avant que l'on va envoyer des éléments méthodologiques qui vont permettre à l'établissement de préparer la phase accompagné traceur, c'est-à-dire les accompagnés traceurs qui sont au nombre de 3 minimum que nous devrons rencontrer. Et on va également lui communiquer un planning à compléter. Et on demande à l'établissement de nous fournir tous ces éléments dès que possible. Le planning, idéalement, compléter 3 semaines avant l'évaluation, puisque ça nous permet également à nous de corriger peut-être les erreurs d'interprétation quand les groupes ne sont pas assez conséquents ou trop, justement. Ça nous permet de modifier encore à 3 semaines avant l'évaluation. Donc pour nous, J-60, c'est l'idéal. Actuellement, avec on est dans une phase d'urgence où les établissements ont reçu leurs arrêtés un peu tard, ou ont mis peut-être un petit peu de temps à se décider. On est plutôt sur J-40, J-40, J-30, donc à 1 mois avant. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire le moins possible pour avoir une meilleure marge. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, après le J de l'évaluation, je vous ai dit, on a 30 jours pour vous envoyer le rapport. Nous, on est plutôt à 15 jours. À partir de ces J plus 15, le SSMS a 30 jours pour envoyer ses remarques. Il peut aussi ne pas consommer ces 30 jours, mais n'en consommer que 15. On serait donc à 1 mois de l'évaluation. Et à partir de là, on a quelques jours pour vous envoyer le rapport et vous, quelques autres jours pour envoyer le rapport définitif à l'ATC et à l'HAS via Sinaï. Donc si je comprends bien, c'est en moyenne entre le minimum, mais vraiment minimum 2 mois et sinon 3 mois, quand tout se passe bien. C'est ça, donc on est donc on va dire au maximum 2 mois avant, au minimum 1 mois et au-delà, après le J, on est au maximum à 2 mois, au minimum à 1 mois. Donc tout dépend en fait de la date à laquelle la date de contractualisation, du délai dont dispose l'établissement. On peut s'adapter. Actuellement, c'est ce qu'on fait puisqu'on a vraiment des demandes de dernière minute. Il y a un mois d'avril qui est déjà bien chargé, donc on essaye de faire ce qu'on peut.
Très bien. Et les établissements aussi. Ensuite, nous avons une question sur que se passe-t-il si nous avons commencé le processus avec un organisme qui n'obtiendrait pas son accréditation COFRAC? Faut-il Alors, recommencer l'évaluation? oui. Alors, en fait, tous les textes qui nous ont été communiqués nous indiquent qu'il ne se passe pas grand-chose, en fait, hein. Ce qui va se passer, c'est que l'ATC pourrait, hein, c'est tout conditionnel, pourrait invalider le rapport, mais le rapport n'est absolument pas invalidé automatiquement parce que l'organisme n'a pas obtenu son accréditation, hein. Donc, donc il n'y a pas... on n'invalidera pas forcément le rapport, vous n'aurez pas forcément obligation de refaire l'évaluation. Donc là, moi, je n'ai pas plus de réponses que ça. Je pense que les ATC non plus. Je ne suis pas sûre qu'elles aient pris des dispositions en se disant qu'elles invalideraient tous les rapports des organismes non accrédités. Pour l'instant, les textes ne sont pas du tout alarmants en la matière. Voilà, ça signifie surtout que l'organisme évaluateur a peut-être est en suspens sur son accréditation, puisqu'il peut quand même repasser son audit. Et que pendant le temps de avant le nouvel audit d'accréditation, son autorisation à réaliser les évaluations est suspendue. D'accord. Ensuite, pouvez-vous nous donner des thèmes de traceurs ciblés? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris la question, Lucille. Pouvez-vous nous donner des thèmes de traceurs ciblés? De personnes, je pense, qui peuvent être choisies comme traceurs. Du chapitre 2, ah oui, très bien. Officiellement, alors, c'est souvent ah oui, je vais vous donner le premier. Il y a un des premiers qui est intéressant, traceurs ciblés. On va s'intéresser au fait que les professionnels vont favoriser la participation sociale de la personne à travers en interne et en externe. Donc là, on s'adresse vraiment au groupe pluridisciplinaire. Les premiers objectifs sont intéressants. On va beaucoup interroger les professionnels on va leur demander s'ils favorisent bien, je regarde le nom exact de l'objectif, l'exercice des droits fondamentaux et des libertés individuelles de la personne accompagnée. Donc, on va leur demander de s'exprimer sur la manière dont ils présentent les droits des personnes, notamment à travers le livret d'accueil, le règlement de fonctionnement, et comment, dans la pratique, ces droits sont préservés, donc le droit à la dignité, l'intégrité, l'intimité, la vie privée. Donc là, on peut avoir des témoignages très intéressants sur les pratiques de la part des professionnels qui peuvent à ce moment-là, en consultation documentaire, nous présenter des procédures internes, hein, et des exemples de projets d'accompagnement qui peuvent prouver qu'ils accompagnent la personne dans le respect de ses droits. D'accord. Ensuite, on nous demande s'il existe une prise en charge, une subvention qui peut rabaisser les coûts de cette évaluation pour les établissements. S'il y a des aides. Oui, alors là, c'est que des exemples, hein, parmi toutes les demandes. Hein, on nous indique, certains ESSMS nous indiquent que leur ATC leur a accordé un budget pour la réalisation de l'évaluation, mais aucun texte n'est prévu, enfin, qui permettrait à tous les ESSFS de recevoir un financement. Là, c'est vraiment les ATC qui le proposent. Je pense que si vous pouviez avoir un financement sur l'évaluation, vous auriez peut-être déjà été prévenu que votre ATC était prête à mettre une enveloppe. D'accord. Et ensuite, comment ça se passe quand il y a 2 services à évaluer? Je pense que c'est avec tout l'établissement. Alors, c'est ça, on peut considérer qu'on appelle ça ce qu'on appelle un multisite, en fait, hein. C'est qu'on a un site principal et peut-être un site secondaire ou plusieurs sites secondaires. Dans ces cas-là, on reste sur un chiffrage d'une évaluation principale, mais on va quand même, là, il n'y a aucune méthodologie obligatoire.
notre interprétation à nous, c'est de dire qu'on va, pour être représentatif, on ira interroger des accompagnés traceurs sur chaque site, en fait. Hein. Donc, ça rajoute en fait un quart de journée à 2 en fait par accompagné traceur, un quart ou une demi-journée. On sait qu'on devra rajouter un accompagné traceur, donc un usager à rencontrer et les professionnels qui rencontrent par site, parce qu'on a considéré que par rencontrer un accompagné traceur et les professionnels qui l'accompagnent est représentatif de la mise en œuvre des processus sur chaque site. D'accord. Eh bien, merci Marielle. C'était notre dernière question. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à vous rapprocher d'Osego et on répondra à vos questions. J'espère qu'on a répondu tout de même à toutes vos questions, que c'est un peu plus clair pour vous ce processus d'évaluation. Et je vais donc vous souhaiter une bonne fin de journée pour la suite. Merci. Merci à Merci. tous et merci de votre Au revoir. participation. Merci, Merci, au bonne revoir. journée.